Bonjour, Monsieur Lesser. Bonjour. Euh, je vais dire une parole, un mot en catalan per començar. Eh, Tenim a nosaltres en Tomàs Lesser, que és nascut a París el 1977. Ell és historiador de l'art i és director de la Fundació Artin Bergman. La seva novel·la, Els ulls de Mona, és un gran èxit literari i ha estat traduïda a 26 llengües. Narra la commovedora història de la relació entre un avi, que mostra un gran coneixement de l'art i de les humanitats, i la seva neta, de 10 anys, que aquesta nena pateix una afecció que la posa en risc de quedar-se cega. Llavors, amb la intenció d'ensenyar-li a captar la bellesa i els valors, l'avi la porta cada setmana a contemplar i reflexionar sobre un quadre, una obra d'art, una pintura, de manera que durant 52 setmanes recorren junts el Louvre, el Museu d'Orsay i el Centre Pompidou de París. Alors, Monsieur Lesser, tout d'abord, nous tenons à lui exprimer notre gratitude pour nous avoir accordé cet entretien dans le cadre du cycle de discussion littéraire qui fait partie du programme Campus Santé Mentale et Bien-être émotionnel de l'Université de Vic Central de Catalogne. Une initiative qui vise à sensibiliser, générer des débats et promouvoir le bien-être intégral au sein de la communauté universitaire. À cette occasion, nous souhaitons réfléchir aux relations entre l'art et le bien-être émotionnel. Cette activité est organisée sous la direction de Salvador Simó et la coordination de Verónica Hurtado, et avec Lucia Velasco et Julia Cámara qui font partie de l'équipe. Nous tenons également de féliciter pour le succès de la résonance internationale qu'a son livre, Les yeux de Mona, et à le remercier d'avoir produit une histoire aussi émouvante et merveilleuse qui combine une brillante synthèse de l'histoire de l'art, un traité sur les valeurs humaines et une histoire de la relation grand-père-petite-fille si tendre et passionnante. Et alors, la première question. Au début du livre, vous présentez de manière à la fois malicieuse et provocatrice la proposition du grand-père de prendre soin de la santé mentale de sa petite-fille en remplaçant la visite psychiatrique par la contemplation et l'éducation dans la grande œuvre d'art. Sachant qu'il s'agit d'une invocation visant à considérer comment l'art peut contribuer au bien-être émotionnel ou à la santé mentale, quelles seraient les clés de cette contribution? Merci d'abord infiniment de votre sollicitation qui m'honore et me fait vraiment très très plaisir. Merci Anthony de me recevoir. La première chose à dire au sujet des yeux de Mona, et je tiens à le formuler d'emblée, ce n'est pas un roman contre la psychiatrie. Parce que c'est une remarque qu'on me fait de temps en temps, en me disant, comme le grand-père propose d'aller au musée plutôt que d'aller voir le pédopsychiatre, ça veut dire que vous êtes contre la psychiatrie. Pas du tout. Je ne suis pas contre la psychiatrie, et pour dire d'où je parle, je suis moi-même, j'ai vécu plusieurs épisodes pathologiques sur le plan psychiatrique, des dépressions pour le dire très clairement, et je suis suivi, et donc je suis évidemment quelqu'un qui a beaucoup d'estime et qui croit en la capacité du corps médical à faire du bien à des patients. Maintenant, c'est vrai que Les yeux de Mona, c'est un roman. C'est un roman, et donc un roman va travailler sur les interactions entre des personnages. Et à ce titre, ce petit écart qu'il y a entre ce qui est prévu pour Mona et ce qu'elle fait finalement avec son grand-père, à savoir aller visiter des musées plutôt que d'avoir un suivi pédopsychiatrique, eh ben, c'était une manière de créer entre les deux personnages une sorte de contrat, et de contrat transgressif. Et c'est la raison pour laquelle Mona est tellement heureuse à chaque fois de retourner au musée et même de se prêter à ce jeu de la contemplation longue et du dialogue avec son grand-père. Parce que
il y a une transgression. Mona va mentir à ses parents en ayant une activité qui est une activité à la fois esthétique et ludique avec son grand-père, alors que normalement, elle devrait tomber sous le coup de la contrainte médicale. Voilà ce qu'était le ressort littéraire à la base de cette idée, de cette espèce de petit écart hein, qui fait qu'on passe du côté du musée et des œuvres d'art. Très bien, merci. Vous avez dit, bah, mais la seconde question va in cette ligne. Nous avons lu vos réflexions dans notre interview, dans lesquelles vous évoquez le fait que l'art peut consoler, même s'il n'aspire pas à guérir, comme vous avez dit, et qu'il peut nous révéler que nos fragilités sont nos forces. Comment expliqueriez-vous que ce phénomène se produise? Oui, alors, il y a, c'est vrai, très fréquemment, autour des yeux de Mona, l'idée que je défendrais une vision thérapeutique un peu littérale de l'art. Il y a notamment cette phrase de Dostoïevski qui est très connue, qui dit « La beauté sauvera le monde » et qu'on m'évoque souvent. Et je précise toujours, parce que ça me semble très important, que à mes yeux de, je dirais, à la fois personnel et puis d'historien de l'art, je ne crois pas que l'art puisse sauver les personnes. Je ne crois pas ça, et je le dis d'autant plus volontiers que j'ai énormément de respect pour le corps médical, pour les gens qui soignent, mais j'ai également énormément de respect pour les gens qui souffrent, et que de laisser croire qu'il y aurait cette sorte de vertu magique des œuvres d'art qui viendraient sauver l'humanité, ce serait abusif. Donc, je me méfie un petit peu de ce vocabulaire. Pour autant, une fois qu'on a dit ça, il est exact que l'art a un pouvoir consolatoire. Pour quelle raison? Je crois d'abord parce que quand nous sommes devant une œuvre qui matérialise, qui donne une sensibilité, une consistance sensible à des choses difficiles que nous éprouvons, nous avons l'occasion de le mettre un peu à distance, de le sublimer et surtout de le partager avec d'autres que nous ne connaissons pas forcément. J'entends par là que l'art est une expérience à proprement parler transcendantale qui nous permet donc du coup de créer une connexion avec des absents. Ces absents peuvent être des gens loin de nous ou des gens qui ont disparu depuis longtemps. Et cette connexion est absolument incroyable parce que, évidemment, cette sensation que nous éprouvons, et au sens vraiment d'éprouver, de traverser une épreuve, que nous éprouvons comme d'autres ont éprouvé, ça a une vertu apaisante. Ça a vraiment une qualité, je répète le mot que vous avez prononcé, Anthony, une qualité de consolation. Donc, c'est pas absolument parfait, mais c'est déjà pas mal. Très bien. Dans votre livre, vous donnez toute une masterclass lorsque, dans la bouche du grand-père, vous expliquez les œuvres successives à la petite fille. Pensez-vous que contextualiser l'art, comprendre ce qui se cache derrière un tableau, au-delà du plaisir visuel, vous aide à l'apprécier davantage? Oui, l'idée du livre, pour vraiment le dire de manière très simple et même un peu simpliste, c'est que l'art est au service de la vie. Alors, il y aurait plein de manières beaucoup plus complexes et sophistiquées de dire cette même phrase. Il y a par exemple un artiste français important, mais pas très très connu, pas mondialement connu, mais un artiste français du XXe siècle qui s'appelle Robert Filiou, qui n'est pas présent dans les yeux de Mona, hein, qui dit la phrase suivante, très intéressante. Il dit « L'art, c'est ce qui rend la vie
plus intéressante que l'art. Et moi, j'ai été beaucoup marqué par ce genre de vision, je dirais, culturelle, qui donc ne cantonne pas les œuvres d'art simplement à leur fonction de plus-value, de supplément d'âme dans le quotidien, mais qui vraiment sont dépositaires d'une vertu existentielle, d'une portée existentielle, c'est-à-dire qui nous permettent de mieux comprendre le monde et donc de nous-mêmes mieux vivre dans un monde que l'on comprend mieux. Mieux comprendre le monde, ça peut vouloir dire qu'on est lucide sur le fait qu'on ne le comprend pas. Mais déjà, être lucide sur le fait qu'on ne le comprend pas, bah, c'est mieux le comprendre. Donc, le cœur de la relation entre Henri et Mona, c'est exactement celle-ci. C'est que Henri sensibilise Mona non seulement aux qualités, on va dire, plastiques qu'il y a dans les œuvres d'art, mais aussi à toute cette consistance morale, philosophique, existentielle qu'il y a dans un tableau, y compris un tableau très simple. On peut être devant une croix noire sur fond blanc de Casimir Malevich, donc une forme très épurée, très élémentaire, et devant cette forme épurée et élémentaire, eh bien, tirer un fil qui permet de comprendre ce que c'est que la subjectivité, l'émancipation, la coercition sociale et la manière de la dépasser. Et c'est ça qui est merveilleux avec les œuvres d'art, c'est qu'elles ont quantité d'histoires à nous raconter, et c'est évidemment ce qui se passe entre Mona et son grand-père. Merci. Pensez-vous qu'aujourd'hui, le public qui visite les musées est davantage ému par l'émotion esthétique immédiate de la contemplation d'un tableau, immergé que nous sommes dans la consommation instantanée et superficielle de contenu et de messages? Simone Weil disait que ne pas observer la beauté du monde est un péché dont la punition est de le perdre. Pensez-vous qu'aujourd'hui, les gens ont tendance à éviter l'effort de s'intéresser au contexte des œuvres et peut-être ainsi perdant-ils la joie la plus profonde et la plus durable de s'immerger dans l'art? Anthony, c'est une énorme question. Donc, je vais essayer de donner quelques éléments de réponse, mais ce ne sera pas complet. La première chose, c'est que, à titre personnel, je ne juge absolument pas la façon dont les gens se comportent dans un musée. Cela leur appartient et il y a des moments où la consommation superficielle des choses a un rôle très positif pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas parce que quelqu'un va dans un musée et regarde seulement 2 secondes une œuvre de Paul Cézanne ou de Frida Kahlo et ensuite se photographie devant elle que je vais me permettre de dire vous ne devriez pas faire ça. Les gens font ce qu'ils veulent. Cela leur appartient. Et cette liberté, je pense qu'elle est très précieuse. Maintenant, bien évidemment, je suis d'accord que parfois, il pourrait y avoir davantage d'efforts individuels pour profiter plus largement, plus amplement de ce qui est offert par un musée, une galerie, un patrimoine quelconque. J'en suis d'accord. J'en suis d'autant plus d'accord que bien souvent, il y a des outils de médiation qui sont offerts par ces institutions. Dans les musées, les choses sont souvent excellentissimes parce qu'il y a de très bons conservateurs, de très bons guides. Et donc, au fond, ce travail pour s'impliquer un peu, il est à portée de main. Et ce que je voudrais dire dans ce cas-là au public, c'est que en faisant un petit effort sur quelques œuvres, il n'y a pas besoin de les voir toutes, eh bien, il peut y avoir un agrément, une sorte de retour qui est très, très puissant, très bénéfique. Mais ce qui est important à ce moment-là, c'est, me semble-t-il, de bien dire aux différents visiteurs qu'il ne faut pas, en tout cas c'est mon opinion, il ne faut pas mettre d'un côté ce qui serait l'émotion et de l'autre ce qui serait l'information, l'explication, la raison.
à mon avis, et je crois que beaucoup de psychiatres et de neuropsychiatres ont abondé pour favoriser cette vision, à mon avis, ce qui est d'ordre émotif, affectif, sentimental, est d'autant plus fort que c'est nourri par une conscience des choses. Et évidemment, la conscience rationnelle s'affine et devient saillante et lumineuse à force d'être nourrie par le versant émotionnel. Ce sont en fait deux pôles qui fonctionnent tout le temps ensemble. C'est ce qu'on appelle, par exemple, dans le domaine des sciences physiques, une chaîne de rétroaction vertueuse, ce qu'on appellerait en biologie une symbiose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une cause et une conséquence. Ce sont deux fonctions du cerveau qui sont strictement enchevêtrées. Et ça, je crois que c'est très important parce que souvent, le lieu commun consiste à dire « Oh là là, je ne veux rien savoir sur l'artiste, le contexte, les symboles, parce que je veux me laisser aller simplement à l'émotion. » Mais il n'y a pas d'émotion pure. Ça n'existe pas, l'émotion pure. L'émotion, elle est toujours nourrie par le fait que nous sommes des êtres humains avec des strates d'expérience, de vécu, de connaissances. Donc, voilà, je crois que ça, c'est un message que j'aimerais faire passer. Surtout, abandonner ce lieu commun de l'émotion pure d'un côté et du savoir froid de l'autre. Notre cerveau ne fonctionne pas comme ça. Merci. Merci. La revue que vous faites de l'histoire de l'art et de l'histoire universelle tout au long du livre est impressionnante. Mais dans chaque explication, vous introduisez aussi une leçon de vie, de sorte que le livre devient presque un traité sur les valeurs, sur l'humanisme. De quelle source philosophique, éthique, ces réflexions s'inspirent-elles, qui ont été ou considérez-vous comme vos références ou modèles? Alors, vous savez, Anthony, le fait est que moi, si j'ai fait de l'histoire de l'art, c'est-à-dire plutôt une discipline qui est factuelle, hein, c'est-à-dire un enchaînement de faits, une discipline qui est assez matérielle, d'une part, et qui ensuite se concentre sur des objets sensibles, c'est parce que, je le dis vraiment sans fausse modestie, je n'ai pas un esprit philosophique ou conceptuel. Je dis pas que je comprends rien si je lis un morceau de Nietzsche, mais si on me met de la philosophie pure et dure entre les mains, j'ai beaucoup de mal. Je suis pas capable, par exemple, de lire Leibniz ou de lire Hegel. Vous voyez, de lire les grands philosophes allemands conceptuels, je n'y arrive pas. Je n'ai pas l'esprit qui est fait pour ça. Donc, quand vous me posez la question, je préfère répondre honnêtement. Je n'ai pas une connaissance livresque, exhaustive et structurée de ce qu'est la philosophie. J'ai une connaissance superficielle. Je sais de quoi les philosophes parlent, mais je n'ai pas la capacité véritablement de l'intégrer, de me l'approprier. Je suis quelqu'un qui a plutôt une intelligence sensible, une intelligence intuitive qu'une intelligence théorique et conceptuelle. Et pour le coup, mon arrière-plan humaniste, il vient beaucoup plus de la littérature, de la poésie, de la chanson, que des philosophes à proprement parler. Je ne néglige pas du tout, mais pas du tout, le rôle essentiel de la philosophie dans l'émancipation des consciences. Hein. Qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. Je dis juste que moi, la manière dont j'y ai accès va beaucoup plus passer par la lecture de la littérature, de la poésie, par le biais de la musique, que à proprement parler par le biais des philosophes eux-mêmes. Alors après, quels sont les auteurs, les autrices qui m'ont considérablement marqué dans la vie? Vous savez, je vais pas vous révéler des choses très originales. En tant que lecteur français, aux alentours de 25 ans, j'ai été complètement renversé par Marcel Proust, qui n'est pas un auteur que j'ai compris d'emblée. Quand j'ai essayé de le lire vers 17-18 ans, je n'y comprenais rien.
Mais à 25 ans, parce que ça résonnait en moi sur le plan personnel, là, c'est devenu un déclencheur extrêmement important. J'ai été fasciné sur le plan poétique par des auteurs comme Charles Baudelaire ou comme Stéphane Mallarmé, des auteurs français qui sont très, très, très importants. Mais c'est pas du tout pour vous faire plaisir, mais je vous le dis au passage, j'ai aussi énormément aimé la littérature espagnole, catalane. Je me souviens notamment d'un livre qui m'avait renversé de rire et de réflexion quand j'avais aux alentours de 20-25 ans, qui s'appelle, ça vous parlera peut-être, 100 nouvelles de Gourbe ou de Gerbe. Et je crois que c'est de Eduardo Mendoza, il me semble. Oui, Mendoza. Et qui est un écrivain barcelonais dont ce petit livre m'avait totalement stupéfait, si vous voulez. De même que la littérature de science-fiction, celle de Philippe K. Dick, par exemple, la littérature fantastique de Lovecraft, sont des éléments très, très structurants dans ma vie personnelle et dans ma vie intellectuelle. Très bien, merci beaucoup. La complicité établie dans votre livre entre le grand-père et la petite fille est merveilleuse. Comment pensez-vous que ce modèle de réciprocité entre la naïveté, la volonté d'apprendre de la fille et la capacité de transmettre cette gentillesse, cette délicatesse de la part du grand-père pourrait être reproduit dans notre société ou notre relation? Alors, je vous remercie de votre question, mais là, je dois être humble et modeste. Je ne suis pas sûr d'avoir des idées qui seraient à l'échelle de la société entière ou de la civilisation. Mais je vais quand même prendre le risque de répondre à votre question. Je crois tout simplement qu'il faut faire confiance à ce que nous remarquons collectivement, vous dans le domaine médical, moi dans le domaine artistique, d'autres dans d'autres domaines, de ce que nous remarquons collectivement de la merveille qu'est souvent le rapport entre grands-parents et petits-enfants. Dans la structure familiale, je ne dis pas que c'est tout le temps comme ça, je n'en fais pas un système général, mais force est de constater que le rapport grands-parents-petits-enfants, que ce soit une grand-mère, un grand-père, un grand-oncle, une grand-tante, en tout cas, ce saut générationnel permet une liberté, une inventivité, une tendresse que la relation parent-enfant ne permet pas toujours. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'amour dans la relation parent-enfant, bien sûr que non. Mais me semble-t-il, il y a très fréquemment un rapport de pression mutuelle extrêmement intense dans la relation parent-enfant qui crée bien souvent des névroses. Dans le rapport entre grands-parents et petits-enfants, le fait qu'il n'y ait pas un quotidien aussi pressant, aussi aliénant, et qu'il y ait tout à la fois cette filiation et en même temps quelque chose de plus oxygéné, avec des enjeux qui sont un petit peu moins forts, ça permet de développer l'imaginaire, de développer les affects. Ça permet en fait de développer, je dirais, la maturité affective. Je crois que chez les petits-enfants avant l'adolescence, cette façon de se structurer sur le plan affectif, comprendre ce qu'est l'empathie, ce qu'est le pardon, ce qu'est le contrôle de soi, ça se joue très très bien de façon bien plus fluide avec les grands-parents qu'avec les parents. Mais encore une fois, je vous parle là sans vouloir être trop ambitieux ou trop péremptoire. C'est très intéressant. Il faut appliquer cette idée. Au niveau éducatif, précisément, notamment dans le milieu
universitaire où nous sommes impliqués dans cette initiative de rassemblement au sein du projet de bien-être global du campus de santé mentale. Comment pensez-vous que des propositions pourraient être construites qui intègrent l'art et la santé mentale, qui captent l'intérêt des étudiants? Oui, alors là aussi, très vaste question. Sur le rapport entre art et santé mentale, en fait, d'emblée, il faut juste dire qu'il y a deux catégories différentes. Vous avez ce qu'est la pratique artistique en faveur d'un mieux-être mental, et vous avez, on va dire, la pratique esthétique, c'est-à-dire la réception des œuvres, qui là aussi peut jouer son rôle. Bien évidemment, entre les deux, il y a plein de passerelles, parce que quand vous faites de la pratique artistique, en règle générale, vous en regardez aussi, et quand vous regardez des œuvres d'art, ça peut vous donner envie vous-même, pas forcément de faire de la peinture, mais tout à coup de faire un poème, de faire un texte, d'en prendre une photo, d'en faire autre chose. Donc, bien sûr, il y a un lien entre les deux, mais c'est quand même deux choses un peu différentes. Soit vous passez par le biais de la pratique, soit par le biais de l'esthétique. Alors, je crois que quand on parle de pratique artistique en faveur de la santé mentale, ce qui est formidable, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a une intelligence du corps qui est au-delà de l'intelligence du cerveau. C'est par exemple l'intelligence des mains. Il y a rien de plus... alors, je ne suis pas musicien, mais j'ai parlé avec plein de musiciens qui m'expliquent à quel point c'est extraordinaire de sentir dans la pratique de la musique une intelligence qui passe par le corps. Et quand vous vous mettez, ne serait-ce que, je pense qu'on en a tous fait l'expérience, ne serait-ce qu'à faire une encre de Chine. Une encre de Chine, mais c'est merveilleux, tout à coup, la gratification, la satisfaction qu'on peut trouver simplement à faire une ligne noire avec un pinceau. Donc, très important, la pratique artistique, c'est renouer avec l'intelligence du corps. Du côté de la contemplation, de ce qui est plutôt de la connaissance, moi je dirais que, bien sûr, il y a l'expérience de la beauté. Mais attention, dire parce que vous allez être devant une œuvre d'art, vous allez être mieux parce que vous allez trouver ça beau, ça peut engendrer d'énormes frustrations. Devant certaines œuvres d'art, ben, on est à sec. J'aurais même tendance à dire que contrairement à la musique, avec la peinture et la sculpture, dans un premier temps, c'est souvent décevant. Il faut un peu plus de temps. Avec la musique, ça marche très vite. Il y a quelque chose qui est câblé sur notre cerveau qui fait que on écoute, j'en sais rien, une belle chanson de Césaria Evora ou un air de Mozart, et puis quelque chose s'éveille tout de suite. Mais avec la peinture, c'est souvent beaucoup plus dur. Donc, il faut bien préciser d'emblée, ce n'est pas simplement par une expérience de la beauté que vous allez délier quelque chose de votre être, c'est aussi parce qu'une œuvre d'art, c'est l'occasion de raconter des histoires. C'est l'occasion de raconter une histoire de l'art. Quand est-ce que cette œuvre a été faite? Qui est l'artiste qui l'a fait? Oh là là, mais si vous saviez à quel point Jean-Michel Basquiat a souffert avant de produire ce qu'il a produit, et puis il était ami avec Andy Warhol, etc., etc. Donc faire de l'histoire de l'art, c'est raconter les histoires qui sont dans les œuvres. Ah, mais si vous saviez à quel point tel mythe qui est représenté par tel artiste raconte d'histoires, bah, vous voyez, le petit Jésus, là, il est à côté de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, eh bien, il était prophète dans un désert, et c'est lui qui racontait des histoires. Et c'est aussi raconter l'histoire des objets eux-mêmes. Parce que toutes les œuvres d'art, ce sont des œuvres de l'esprit, mais ce sont des objets matériels qu'on peut prendre dans la main. Hein. Voilà, moi j'ai un petit tableau qui m'a été offert par un ami. Hein, il a peint une manette de jeux vidéo, mais c'est un objet. C'est un objet qui a sa contingence. Et ces objets ont plein d'histoires eux aussi. La Joconde a été volée, certains tableaux ont été lacérés, d'autres ont été restaurés, etc., etc. Donc voilà, j'insiste là-dessus. Les œuvres d'art, ce sont des supports à des histoires. Et il n'y a rien de meilleur, à mon sens, pour aller mieux que de plonger dans la fiction, la représentation mentale, par le biais des histoires qu'on nous raconte.
Très bien, merci beaucoup. Bon, nous continuerons pendant longtemps, mais je pensais que nous pouvons terminer l'interview ici. Mais, Monsieur Lesser, nous vous remercions encore pour votre gentillesse et vos explications qui susciteront sûrement des réflexions intéressantes pour ouvrir cette discussion sur l'art et le bien-être émotionnel. Merci beaucoup et à bientôt. Merci Anthony, à très bientôt. Merci. Au revoir.